Oh là 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 là. Le football, il a changé. J'avais assez de cette bande de racailles. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la zone. On est déjà plus de 11 000 sur notre chaîne YouTube. Bah ouais, on se rapproche pas très loin du million et j'ai l'impression qu'on va encore glow up. On va encore progresser, choper beaucoup d'abonnés avec notre invité de ce soir qu'on présentera dans quelques minutes. Patience. Tout d'abord, un petit coup d'œil avec Jo Bellin. Notre comment est-ce que je dois te présenter? Le boss chroniqueur, du game, le GOAT, le boss du game, le number one, le meilleur. Comment ça va, mon Jo? Ça va super bien. Écoute, super semaine. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de match de foot. Moi, la trêve internationale, j'aime pas. Attends, France-Pays-Bas, c'était pas mal quand même, non? France-Écosse. Ouais, mais c'est pas ma tasse. C'est pas ta tasse. Voilà, Ok. c'est petits plaisirs. En face de Jo, Mr. Radojcic, comment ça va? Boris, capitaine Bobo. Petite dépression post-rugby. Bon, Omar, il peut encore kiffer un petit peu. Donc, Quoi donc voilà, moi, j'ai vécu un week-end compliqué. Mais, Antoine Dupont va bien ou pas? Antoine Dupont, il va bien, mais Antoine Dupont, c'est difficile pour le rugby français. Mais je suis content de vous retrouver en tout cas. Et Jo est beaucoup plus beau que la dernière fois. Je pense qu'il a repris des couleurs. Mais il est parti de très très bas aussi, donc forcément c'est plus facile de progresser. Toujours agréable. Il n'a pas la même coupe que toi. Last but not least, notre grand invité ce soir a pour initiale ODF, Mister Omar Da Fonseca. El Grande, comment ça va, Omar? Très très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, il est beaucoup plus calme qu'il y a 30 secondes où il était là, il disait ouais, tu vas Puerta del Sol. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Je peux dire tu, on peut se tutoyer ou tu préfères qu'on se dise okay. Il faut qu'on se tutoie. Vous vous connaissez en plus? On se connaît un petit peu. Qui ne connaît pas? J'ai une vraie affection. Oui, il le sait, je l'ai déjà. Il a très souvent dit que j'étais son numéro 10 préféré, qui me met le brassard. Non, il y a dehors de ça. Non, je m'attarde à des qualités intérieures que ça ne se voit pas, mais que ça existe. Alors que sur le terrain de foot, ça se voit que je n'ai pas du tout les qualités d'un numéro 10. Merci en tout cas, Omar, d'être avec nous, de nous accorder ces quelques minutes et peut-être même on va approcher l'heure d'être avec nous ce soir. Voilà, tu verras, il y a une très très bonne ambiance. Le concept de l'émission, tu vas vite t'en rendre compte, on va parler ballon rond, on va parler football argentin, bien sûr, on va parler romantisme, voilà. Tu es ici chez toi, dans la zone. On commence l'émission? Allez, let's go. On entame toujours, mon cher Omar, par une petite chronique qui s'appelle Los Termos. L'objectif, c'est de parler de ballon rond avec le plus de bienveillance possible, avec le plus de sourire et de chaleur. Sauf que dans Los Termos, on dit les choses comme elles sont, comme on le pense. Il faut avoir un avis tranché, être concis. Premier terme, messieurs, Benatia, nouveau directeur sportif de l'OM. Javier Ribalta est parti, David Friot aussi. C'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, actuel agent, qui va donc reprendre la direction sportive. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous vous en fichez concrètement, Jo? C'est moi qu'on met tout de suite dans le truc. J'ai toujours eu un petit souci avec les agents qui prennent la direction sportive d'un club. Ce qui est un peu le cas à Nantes, mais on ne veut pas le dire. Ce qui a été le cas dans plusieurs clubs. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Après, je pense il y a peut-être un conflit d'intérêts ou échange de bons procédés avec. On sait jamais en fait. On pourra toujours soupçonner, alors qu'il n'y a pas forcément, tu vois. Mais je sais que c'est quelqu'un qui aime le club, donc ça c'est déjà bien. Après, je pense que c'est une bonne personne. Pourquoi pas? Je sais pas. J'ai envie d'être positif pour une fois sur un coup comme ça. Ok, Omar Mehdi Benatia, directeur sportif de l'OM. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Tu l'as commenté, tu l'as vu en tant que joueur. Aujourd'hui, donc, direction. J'ai fait la Coupe du Monde avec lui, les matchs du Maroc et tout, il les a fait avec nous. Non, mais moi, avant de rentrer dans le cadre personnel de lui, il est très sympa et très ouvert, et il faut toujours, moi j'y crois, j'ai été à Saint-Étienne, à le fait de comment on utilise le directeur sportif, quelle est la fonction et de quelle manière il va faire. Moi, je dis que dans les clubs qui marchent et que pour moi, il y a, si bien on n'a pas la recette complètement figée, il faut qu'entre le président, l'entraîneur et le directeur sportif, il y ait une liaison, une espèce d'union, une fusion même, pour qu'on puisse faire des choses dans lesquelles on ne va pas attendre au tournant. T'as perdu un match, et oui, mais lui, il ne m'a pas fait venir le joueur que... Ce qui est le cas dans tous les clubs. Et bon, voilà. Donc, c'était comme ça. Il faut que ces trois personnes... Et moi, quand j'ai été à Saint-Étienne, etc., je l'avais même proposé de dire, il faudra qu'ils aient des contrats en commun.
vous mettons machin, ok, boum, vous trois, vous allez faire l'équipe, parce qu'il y en a qui dirige, et l'autre il cherche, et l'autre il entraîne, mais en même temps, pour qu'il n'y ait pas, parce que sinon, je l'ai vécu, l'entraîneur il t'attend au tournant, ah oui, mais tu m'as pas mené l'ailier droit, ah d'accord, quand tu gagnes, t'as vu comment je fais jouer l'ailier droit, donc il y a toujours... retrouver un peu ce collectif en fait, si la réussite et l'échec du joueur... Pour moi, c'est... Mais Leonardo Tourelle, c'était ça. Quand il est revenu Leonardo et que Thomas Tourelle fait finale de Ligue des Champions avec le PSG, et ça se passe pas bien. Quand tu reviens, tu es directeur sportif et que ton entraîneur a fait la première Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions, et tu dois le mettre au top, tu vois, pour moi. Ça n'a pas été fait. Voilà, Bobo, rapidement, ton avis sur Mehdi Benatia? Je trouve que ça peut être une bonne idée parce que, tu vois, ils perdent Ribalta. Il y avait peut-être un truc où le lien entre la direction et les joueurs était perdu. T'amènes un ancien joueur, tu mises sur le fait qu'il va peut-être avoir, en termes de discours, un truc où ils vont se comprendre. Tous les directeurs sportifs qui l'ont eu, quand même, ils ont dit du bien sur le mindset qu'il peut avoir. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer avec Blaise parce qu'ils se connaissent très bien. J'aime bien la personnalité du gars. Après, encore une fois, je ne sais pas comment ça peut fonctionner parce qu'il n'a pas l'expérience, mais en tout cas, je lui laisse sa chance parce que je trouve qu'il connaît le foot. Oui, il a incarné l'adresse, il connaît le club. Je ne sais pas s'il vient pour une longue durée ou si, tu vois, là, on ne connaît pas aussi les dessous du truc. Est-ce que c'est une mission à Marseille, essayer de remettre de la confiance? Ça va calmer. C'est toujours Exactement. Il y a à Marseille, en général, ils savent, les personnes savent quand ils arrivent, mais pas quand ils partent. Ça, c'est clair. L'Ostermos sur Randal Kolo Muani. Messieurs, est-ce qu'on s'est un petit peu trompé sur lui? Je suis obligé de poser la question. Pour l'instant, son début de saison avec le Paris Saint-Germain est un petit peu en dents de scie. Il sort d'une campagne avec les Bleus un petit peu particulière où il s'est un petit peu loupé. Est-ce que, pour l'instant, on s'est un petit peu fourvoyé sur lui? Mon Bobo, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça horrible, cette question, parce qu'il vient d'arriver, ça fait 1 mois et demi. Il arrive en grande pompe, c'est aussi pour ça. On parle d'un transfert à 90 millions d'euros. Justement, il faut digérer le truc. Il est très content d'être là. Moi, j'ai toujours un peu de mal à enterrer les gens au bout d'1 mois et demi. Il a du ballon. Je ne sais pas si ce sera un flop, mais en tout cas, je vais pas dire. En tout cas, maintenant, dire que c'est un flop ou pas, on verra à la fin de la saison. Compliqué surtout qu'il a marqué. Il joue pas tous les matchs. Dans un classique. Ouais. Il joue pas tout le temps au même poste. Moi, je l'enterre pas. Ok. Omar, plutôt de l'avis de Boris? Oui, le mot enterré, c'est trop violent même. Je pense qu'on ne peut pas juger aussi vite. Néanmoins, maintenant, je me pose toujours la question parce que maintenant, on l'étudie tellement. Il y a tellement l'histoire des stats, l'histoire de qui a été supervisé, et qu'il y a vraiment des informations telles que par moment, je dis, mais et pour moi, c'est pas un avant-centre ou avant-centre. Je trouve que... Donc, au début, ils m'ont dit, ah non, ça non. Donc, il y a quelques petites questions qui s'ouvrent que je me pose la question de dire, mais en fait, c'est pas le joueur qu'on attendait ou qui nous ont... Parce que moi, en Allemagne, je le voyais, nous, on faisait les matchs, etc. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, donc par moment, je suis un peu sceptique de dire, est-ce que c'est l'avant-centre que, pour moi, Paris a besoin? Sur cette question-là, je l'ai préféré à droite quand il a joué à droite depuis le début de la saison. C'est ce qu'on dit depuis 1 mois et demi, enfin, depuis 2 mois maintenant, c'est que... Après, je parle en tant qu'ancien recruteur. Tu as été agent, tu as été directeur sportif, tu sais que tu dois être capable de connaître les qualités d'un joueur. Par exemple, Kolo Muani, on sait que sur les premiers mètres, il est exceptionnel, on sait qu'il s'est débordé, on sait qu'il s'est crocheté, on sait qu'il s'est centré, on sait qu'il s'est marqué. Pour moi, dans un 4-3-3 espagnol de Barça, de Luis Enrique, où tu le mets en Samuel Eto'o devant, où il prend les espaces, mais Paris ne jouera pas comme ça en Ligue 1, Paris aura la possession. Donc, moi, je pars du principe qu'il doit jouer à droite. Mais t'as Ousmane Dembélé. Mais je m'en fais, et alors Ousmane Dembélé, il ira sur le banc. Qu'est-ce que je te dise? Il est encore moins performant, donc il ira sur le banc. On en verra cette partie de l'émission à Luis Enrique. On verra s'il est du même avis que toi, Jo. Un mot quand même sur Neymar, qui s'est blessé, rupture des ligaments croisés pour le Brésilien après sa blessure contre l'Uruguay. Je vais être très direct. Est-ce que sa carrière est terminée, selon vous? Alors, qui j'envoie au feu, là? Je vois. Non, c'est jamais terminé, mais on peut dire que c'est du gâchis, quelque part. Des joueurs comme lui, je dis tout le temps, il faut essayer de les procréer. De quelle manière on pourra trouver des spermatozoïdes pour qu'ils puissent se refaire, parce que pour moi, encore une fois, c'est le joueur qu'on paye un billet, qu'on essaye d'aller, et que tu veux que dans un match, il touche tous les ballons, parce que c'est un joueur qui nous donne des frissons. Donc, Mais là, je pense que tu fais allusion au Neymar du FC Barcelone. Voilà. Mais, on ne l'a pas vu depuis combien de temps? Non, voilà, l'histoire, c'est que tu t'es dit,
comment quelqu'un qui a un bagage, qui a la valise pleine des qualités, parce qu'à l'époque, même, hein, il va vite, il sait dribbler, il peut frapper, il sait tout faire. C'est un joueur que tu... Donc, quand après, c'est l'équation de tout joueur, on dit tout le temps qualité et performance. C'est un joueur qui a des qualités. Tu parlais des Blaise, Mathieu, je peux très bien, je le fais venir à Saint-Étienne. Blaise, au début, c'était qualité, et ici, et performance là. Si on analyse... Toujours, absolument. Comme quoi, des fois, le talent ne suffit pas pour jouer au football. Donc gâchis cette fin de carrière pour Omar, Boris. Moi, j'en ai bien peur, et pourtant, c'est un joueur que je surkiffe, quand il était au Barça, même quand il est arrivé à Paris. Et moi, je l'ai beaucoup défendu, toujours à Paris, parce que j'aime ce genre de joueur-là. C'est le genre de joueur que j'ai envie de voir sur le terrain. Donc j'ai un peu peur que là, ce soit la blessure de trop. Quand tu accumules toutes ces blessures-là, les chevilles en vrac, maintenant c'est le genou. Et quand on Surtout que pendant la Coupe du Monde, il avait joué sous infiltration, il revient de la Coupe du Monde. Tu sais que ses qualités aussi, elles sont vraiment dans l'explosivité, à la sortie du dribble. Si tu perds ça, déjà, il a déjà commencé à bien le perdre année après année. Si tu perds ça, j'ai un peu peur que ça soit le début de la fin. Bonjour, je sais que tu apprécies tout particulièrement Neymar. Je suis hyper triste parce qu'on a oublié tout ce que tu as dit là, tu vois, c'est que c'est le football. Ce mec-là, c'est le football, c'est la joie de vivre, c'est un peu le nouveau Ronaldinho, tu vois. Sauf que, évidemment, Ronaldinho, voilà, très efficace, il a tout gagné en 4 ans, tout. Tous les trophées individuels, tout. C'est peut-être un des plus grands joueurs de l'histoire sur une courte durée. Neymar, sa carrière, elle est un peu... pas terminée, mais pour moi, elle s'est arrêtée à partir du moment où les médecins brésiliens ont tout fait pour qu'il revienne pour la Coupe du Monde. C'était au Brésil, je crois. Tu vois et là, en plus de ça, tu vois, c'est pas un joueur qui a un cadre de base familiale ou un socle vraiment solide qui est fait que, à partir du moment où il y a eu trop d'argent, il y a eu trop de... C'était plus possible pour lui. Il a explosé. Il a explosé. Plus construit pour le kiff et pour tu vois, les paillettes, enfin sur le terrain je parle, un truc qui envoie que sur la performance pure. C'est un truc hyper instinctif. Non mais c'est un Brésilien, c'est hyper important. Les Brésiliens, il y a très peu de joueurs qui ont des attaquants offensifs qui ont une longévité tu vois, les sur 15 ans. trajectoires, aucun. Même tu prends Adriano, c'est des mecs comme ça qui ont explosé en plein vol. Des grands joueurs brésiliens. Moi, je sens quand même un petit peu de nostalgie là déjà. Moi, je suis un peu dégoûté. L'Ostermo, ça me fait chier parce que je vois plein de commentaires sur les réseaux sociaux de mecs qui l'aiment pas et qui sont contents, tu vois. Et ça, je trouve ça dégueulasse, tu vois. Parce que si tu aimes le football, qu'importe là où le joueur joue. Par exemple, Guendouzi, j'ai adoré sa période de Marseille il y a 2 ans, tu vois. Alors que je suis pas supporter de Marseille. Mais il faut savoir reconnaître ce que tu aimes dans le football et ce que tu veux de ton football. Le foot, on parlera du romantisme après du football et tout ça, mais voilà, c'est mon... Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, parce que quand j'entends à une certaine époque où on disait il dribble trop, il en fait trop, il provoque, c'est pas ça le foot. Moi, je regarde le foot pour ça. Je regarde pas le foot pour le catenaccio. C'est quoi le foot d'ailleurs ? Bon, on posera la question tout à l'heure, mais voilà, c'est quoi le foot ? Moi, c'est ça qui me donnait du plaisir. Enfin, c'est ça qui me donne du plaisir quand je vais au stade. Quand je vois des dribbles, je me lève de mon siège et je crie, tu vois. C'est ça qui me fait vibrer. Donc, même au foot féminin ? Même au foot féminin. N'en déplaise à Jonathan Bella. Boris essaye de me transformer en amoureux du foot féminin. Mais le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier pour la phase de poule. Et j'ai vu le Paris FC, j'ai regardé un peu, et ils ont marqué 2-3 buts où ils s'éliminent, et la prise des balles. Quelle gardienne Wolfsburg, exceptionnelle. Quand Jonathan, il arrêtera de comparer masculin et féminin, qui parlera de football, on aura gagné déjà une grande étape. T'as raison. On va terminer cette partie L'Ostermo sur l'Argentine. Je vais être très cash là encore et je demanderai l'avis d'Omar dans quelques secondes. L'Argentine mérite-t-elle sa place de numéro 1 au classement FIFA ? Oui ou non, messieurs ? Non, mais moi, dans le classement, ça ne m'intéresse pas. L'Argentine a été championne du monde avec l'équipe la plus faible de l'histoire du football. Justement, on va en parler dans quelques minutes. Donc ça, il faut se le dire. Mais il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Il y a beaucoup d'amoureux du foot qui doivent penser la même chose. Mais évidemment, c'est énorme. Je trouve que c'est la plus faible de l'histoire du football argentin. 80 et quelques % de le groupe qui a gagné la Coupe du Monde, ils n'avaient jamais joué des matchs de Champions League, ils n'avaient jamais joué des championnats, etc. Et ils jouent tous dans des équipes
ce qu'on appelle pas les top 20. Les top 20, top 30, personne. S'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, personne. Le niveau... Et la différence, c'est qu'avant, des fois je parle trop. Non, au contraire. Et la différence, c'est qu'à l'époque de Redondo, de Véron, de Tevi, de Laves, et d'Higuaín, on ne va pas les nommer tous, parce que les Cambiasso, les Zanetti, les Samuel, je ne sais pas, on va faire 250 000. C'était mieux tous, avant. C'était mieux non, avant. mais tous, ils jouaient déjà dans les grands clubs. Et ils allaient en équipe nationale. Là, c'est l'inverse. Mais comme McAllister, Enzo Pérez, je ne sais pas, ils jouaient nulle part. Ces deux joueurs-là, ils ne ont jamais joué nulle part. McAllister, il a jamais joué. Il a été viré d'Argentine, il a été viré de Boca Juniors. Et là, maintenant, il est pareil. Bon, De Paul, il avait quand même joué un peu à Udinese. Bon, mais c'est ça. Donc, la différence, disons, des catégories, comme on dit en Argentine, est abysmale. L'équipe qui avait été au début de la Coupe du Monde, personne n'a donné. En Argentine, tout le monde disait, bon, tout le monde frottait parce qu'on avait le petit. Si le petit frotte la lampe, Aladdin apparaît. Donc, ça, c'est notre. 98, la France, elle gagne avec Guy Varche devant, en titulaire, je parle, au départ. Oui, non, d'accord, mais bon, mais là, t'avais comme. Est-ce qu'avec Cantona, est-ce qu'avec. Oui, d'accord, mais t'avais tous les Carambeu, les Vieira, les Petits, les Zidane, ils jouaient tous dans les grands clubs. Non, c'est pas la même musique, les garçons. Là, on a Montiel, Molina, Otamendi, 35 ans, et Tagliafico, Acuna, Séville, je veux dire, on a. Emiliano Martinez. Le premier match, c'est Rodrigue del Betis de Séville qui a joué le premier match. Le premier match, on fait ni McAllister ni Enzo Pérez, ils jouent titulaire. S'ils rentrent en deuxième. Heureusement qu'on a perdu le premier match. Ça, c'est tout. Si on perd pas ce match, Enzo Pérez et McAllister, ils ne jouent pas. Oui, mais il y avait une série de 20 victoires, je crois, ou 16 victoires. Si, mais non, mais nous, on joue contre l'FC Manchot, en Amérique du Sud. Arrête, on joue contre la FC Il remue le coton dans la Vous n'aviez pas perdu depuis quoi 2 ans. Non, maintenant, mais oui. Depuis la Copa. Mais parce que nous, c'est sûr, t'as le numéro 10. Il te met ping, coup franc, là, encore une fois, vous l'avez vu. Garde ça pour le sujet sur l'Argentine, et comme ça, on fait le. Non, mais non, j'ai pas besoin de garder. Parce que j'en ai encore. Qu'est-ce que tu veux que je garde? Bon, vous l'aurez entendu ici, voilà, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde 2022 avec la pire équipe de l'histoire de l'Argentine. La pire, non. L'une des pires. La plus faible. Ouais. La plus faible. C'est pas la pire, non. Ouais, sur le papier, la plus faible. Absolument. Avec les joueurs les moins. Absolument. À l'époque, oui. Avec très peu de champions. On met les petits plats dans les grands. Dans la zone, Omar, pour t'accueillir. Maintenant, on s'est dit qu'on va faire une petite chronique. Et c'est Benjamin qui fait son baptême ce soir. It's all about the Benjamins, baby. Benjamin Olivier nous a rejoint sur ce plateau pour une petite chronique. Alors, si j'ai bien compris, tu es là pour te foutre de notre gueule, c'est ça? Je crois que tu as très bien résumé. Bonjour à tous, très heureux d'être là. Et c'est un peu le résumé. Parce que y a Joe qui m'a du coup appelé pour faire une petite chronique. Et à la base, il m'a dit je te laisse carte blanche. Et je lui ai dit moi, je suis plus parti peut-être pour faire un petit quiz autour d'un match de légende ou quelque chose qui a marqué des générations. Et là, j'ai dit non. Et il a littéralement dit non. Du coup, je lui ai dit je peux peut-être te raconter des anecdotes autour d'un match de légende. Et là, j'ai dit non. Il a dit non. Donc, on est plus sur une carte de Joe qu'une carte blanche, au final. Bienvenue à la zone. Exactement. Et donc, il m'a dit, je vois plus un truc un peu humoristique, de 2-3 minutes, où tu reprends des petits extraits à droite, à gauche des émissions précédentes. Et donc, moi, au départ, je me suis dit, 2-3 minutes, je vais peut-être passer des images de Corentin Tolisso qui court sur un terrain de football. Je me suis dit que meubler pendant 1 minute 30, ça risque d'être compliqué quand même. Donc au final, je me suis rabattu sur l'idée de Joe, qui me disait de reprendre des extraits des émissions précédentes. Et du coup, on va commencer avec toi, Alexis. Ah, si. Ouais. J'ai des petits Parce que, effectivement, tu es un très bon animateur, mais tu as un léger tic de langage. Ouais. De langage. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Mais je vous laisse avec ce moment. Lendemain d'une semaine européenne et à quelques jours de plusieurs gros chocs en Ligue 1, on s'est bien sûr demandé si la Ligue 1 était vraiment la Farmer League qu'on nous vend à l'étranger, donc un championnat pas forcément très attrayant et plutôt faible. Est-elle faible? Est-elle plus faible qu'avant? Est-ce que la Ligue 1 c'était mieux avant? On se pose un petit peu toutes ces questions et on se pose cette question aussi en voyant le classement et le top 5 du championnat. Voilà. Tu l'auras compris, 4 Ligue 1, 3 faibles, 2 avant, 2 questions. En 30 secondes, il n'y a pas à dire, c'est fort. Il faut que je lise plus de livres, alors du coup, c'est ça. Jimmy 2 fois, non? Tu connais? Jimmy 3, 4 fois, vraisemblablement. Aux blagues à part, Tu connais Jimmy 2 fois? Meilleure pizza de Paris? Ah non. J'ai pas la ref. On n'a pas la ref. On n'a pas la ref. Blague à part, du coup, Alexis est un très bon animateur.
Mais si j'avais fait un montage de toutes ces répétitions, le montage aurait duré aussi longtemps que le nombre de fois où Omar Da Fonseca nous parle de Messi, bien évidemment. Non, pas autant, je pense. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Non, je rigole, bien évidemment. En tout cas, c'est pas facile tous les jours pour moi parce que je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Désolé, j'ai entendu du coup que t'es un grand joueur de la Saint-Etienne, mais mon cœur est lyonnais de mon côté, voilà. Désolé. Mais du coup, faut savoir qu'en termes d'approximation, d'erreurs et de fautes de jeu, depuis le début de saison, je m'y connais plutôt pas mal. Et autour de cette table, l'approximation a un visage et un nom également. Parce que chez nous, on a Fabio Grosso. Je vous présente Bobo Grosso. Ah ouais. Moi, la Ligue 1, c'est mon championnat préféré, mais il y a un truc tu vois, que tu disais, Mika, tu parlais de Bordeaux, mais tu vois, la disparition ou l'effondrement de certains clubs mythiques de Ligue 1, Bordeaux, c'est... Saint-Etienne. C'est un des records. Potentiellement Lyon aussi. 6-7 titres de champion de France, 8 Je sais plus exactement. 12, 15, hein. Non, mais c'est un truc comme ça. Et aujourd'hui, ça me manque. Moi, je suis nostalgique aussi de ça, des affiches, d'un PSG Bordeaux. Tu vois, j'ai fait une finale de Coupe de la Ligue, tu vois, qui avait fini au tir au but, mais qui était incroyable. Je crois que c'était en 2000, tu vois, pour te dire à quel point ça remonte. 2002 Ouais. 98. C'est pas loin. Je suis vieux. Et pour Bordeaux, c'est 6 titres de champion de France. Mais l'avantage, c'est qu'en tant que supporter du PSG, que ça, tu pourras dire que vous avez 4 Ligues des Champions. Et ça, on pourrait le dire, ça. C'est vrai. Presque. À ça. À ça, à chaque fois. À ça d'être le premier. À chaque fois. Bon, en tout cas, maintenant... Ah ouais, d'accord, ok. On va sur ce terrain-là. Je sais que j'ai un autre supporter parisien à ma gauche en plus. Donc. Et maintenant, je vais replomber un peu l'ambiance. On va parler d'un sujet un petit peu plus grave. Vous n'êtes pas sans savoir que, en tant que fan de football, que le sport, en règle générale, peut jouer énormément sur notre morale. Quand notre équipe gagne, tout va bien. Quand notre équipe perd, rien ne va plus. Mais pour certains, leur club les a tellement traumatisés. Oui. Merde. Et là, je te regarde, mon cher Joe. Parce que, écoute, toi, tu passes par tous les sentiments. Tu passes par tous les sentiments. Je vis le football. Exactement. La constatation, la perte de contrôle, la colère, la tristesse. Puis enfin, la résignation. Attention, certaines images peuvent choquer. Cite-moi 10 joueurs des vrais mecs, tu vois. Il n'y en a pas. Je vais dire des dingueries, on va se faire ban la chaîne de YouTube. Mais non, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que intrinsèquement. Regarde cette équipe. Regarde, je hais cette équipe. Je suis supporter du PSG. Je hais cette équipe. Je suis triste. Ouais, ça se voit. Ouais, vous l'avez senti. L'ambiance est devenue. Mais non, mais c'est triste quand c'est ton club et que t'es même plus déçu parce que tu t'y attends en fait. Alors, je suis toujours une merde. Ouais, une énorme merde. T'as rarement vu le sourire aux lèvres sur ce plateau. Bah si, et Omar, je suis heureux, regarde. Rarement, voilà, c'est la première fois, il aura fallu attendre un an. Merci Omar. On parle de football, attends. Et tu te sens comment aujourd'hui, ça va? Je suis ravi, je suis vraiment heureux. Écoute, tant mieux. Et j'ai aussi relevé une autre petite phrase de ta part qui m'a interloqué et qui m'a même presque fait flipper. Ok. Je te laisse l'écouter. Et j'avais l'impression que moi, plus de proximité. Je connaissais tous les joueurs quand j'avais 20 ans. Je connaissais plein d'histoires sur chaque joueur qu'aujourd'hui, t'as pas, parce que t'as juste Neymar est allé au McDo sur les champs, t'as que des trucs un peu sensationnels qui sont pas forcément intéressants. C'est vrai. Alors, est-ce un comportement de stalker ou de frimeur, à ton avis? Non, c'est un comportement de... avant, on connaissait beaucoup plus d'histoires sur les joueurs de foot, et voilà. Je sens que je fais pas peine que je réponde. Et du coup, tu penses être un collab sur le championnat de Ligue 1? Toutes les petites anecdotes, tous les petits trucs, tu les as, tu penses? Peut-être pas toutes, mais beaucoup, je pense. Ok. Et je te fais un petit 4 à la suite comme question pour un champion. Je fais un petit question pour un stalker. Vas-y. Alors, top, on cherche un bar. Nom du bar qui était le plus prisé par Sidney Govou et Grégory Coupet la veille des rencontres de Ligue des Champions. La coupe. Effectivement, une marque de cigarettes qui était très appréciée par certains joueurs de Ligue 1, notamment Willy Sagnol. Marlboro Light. Effectivement, une couleur qui a comme point commun d'être celle des chaussettes de Benoît Pedretti et du caleçon porte-bonheur de Jérôme Roten. Alors ça, je peux pas répondre à ça, parce que je connais la réponse. Du coup, le ciel. Exactement. Mais comment tu connais ça? C'est incroyable. Il est vraiment incollable. C'est toi, tu connais la couleur du caleçon fétiche de Roten. Avant, on savait tout. C'est ce que je te dis. Et pour le 4 à la suite, on cherche un ancien recruteur passé notamment par l'OGC Nice. J'ai la particularité d'avoir un melon surdimensionné et l'impression d'avoir toujours raison, même quand j'ai tort. J'ai 2 pouces, c'est moi. Effectivement, il n'y a pas à dire. Il la connaît, sa Ligue 1. Magnifique, attends, mais exceptionnel. Mais déjà, bravo Benjamin, mais comment tu fais pour connaître... moi, je veux connaître l'histoire du caleçon bleu ciel, là. Il y a des gens qui sont faits pour certains trucs. Moi, c'est ça, c'est mon truc. De connaître je me souviens de plein de trucs. Je me souviens de quand je suis allé à Buenos Aires j'y suis allé 7 fois.
Je me souviens de plein de bars, de plein de restos, de plein d'Argentins qui sont extraordinaires. Eh bien, et voilà. heureusement, Boris Moi, n'a pas j'ai- mis de sous-vêtements. ce Ah, soir, puis moi, donc, tu vois. j'oublie tout très rapidement, donc c'est l'inverse. C'est Tu vois, je sais plus À chaque fois, 6 titres, 7 titres, moi j'oublie tout et heureusement Joe il est là. Bah, pour- bravo Benjamin, c'était Ouais, bravo, merci Benjamin, que de la Olivier. Bah oui, évidemment, on est là Merci. pour sourire. Voilà, Voilà, on c'était peut parler vraiment- football avec le sourire. Merci, bah ok, on va se revoir, je pense, la semaine prochaine. Nous, on va entamer sur le premier gros thème de la soirée. On va parler football argentin, Albi Céleste. It's all about the Benjamins, baby. Putain, on peut même pas discuter pendant les respirations. Mani il a pas le temps. On s'est dit plein de choses sur le plateau de la zone. L'occasion était trop belle, mon cher Omar, pour ne pas parler de l'Argentine avec toi. Voilà, dans tous les sens du terme. On va évoquer cette nation plus ou moins grande du football. Je rigole, cette grande Grande nation. dans tous les domaines. Grande dans tous les Dans domaines. Là, tous tu les peux y domaines. aller. Ne reste pas. N'essaye pas de cantonner tes sentiments. Laisse Non, c'était un petit peu libère pour te tes titiller. émotions. C'était un petit peu pour te titiller. Et puis on a remarqué, quand on évoque un petit peu l'Albi Céleste, il se passe toujours quelque chose de particulier. Il y a un peu cette envie de parler de cette nation. D'ailleurs, rapidement, là, messieurs, pour vous, ça vous évoque quoi, l'Argentine? Si je vous dis Argentine, football, vous pensez à quoi? À qui? Un souvenir? Un joueur? Boris? Moi, j'ai déjà raconté cette histoire ici, je pense, mais quand j'ai découvert YouTube, le premier joueur que j'ai découvert grâce à YouTube, c'est Juan Román Riquelme. Et je suis allé à Buenos Aires pour aller... Ah, t'es allé à Buenos Aires? Ouais, Je mais savais pas. pour aller à Bombonera, parce que j'avais vu une vidéo de Riquelme qui mettait une espèce de double... C'était sur un dribble qui mettait sur Yepes, qui jouait à River. Absolument. Et une espèce de double Il a fait un petit pont, double non roulette, petit Un peu. pont sur la ligne de touche. Je regardais en boucle cette vidéo pour comprendre ce qu'il avait fait. Donc moi, tu vois, j'ai un truc, et puis après j'ai Vérone, je mettais mes chaussettes basses parce que j'ai des sparadraps au-dessous des genoux alors que j'avais rien aux genoux. C'est Je pour savais ça, même pas. la boucle d'oreille, c'est pour ça? C'est pour Vérone? Bah Un peu. ouais, alors elle est à ma grand-mère, mais je l'ai piqué à ma grand-mère pour faire comme Vérone. Tu vois, il y a des trucs où le mimétisme que tu as avec les joueurs, les histoires d'amour que tu as avec le football, comme ça, moi, genre de se regarder dans la glace et d'essayer de faire pareil. Ouais, les Argentins, je pourrais t'en trouver plein. Zanetti, tu vois, Redondo, pareil, la talonnade en Ligue des Champions où il dribble sur le côté. J'ai regardé 20 000 fois la vidéo pour comprendre comment il avait fait. Est-ce que tu as déjà réussi à refaire ces gestes techniques ou pas? À me faire une cheville surtout. Ouais, Mais c'est vrai que quand on évoque l'Argentine, tu vois, le mot qui revient souvent, c'est amour. Toi, Jo, ce serait quoi? Un souvenir, C'est un la joueur, passion. un Moi, match? c'est la passion parce que si tu veux voir ce que c'est que le football dans un stade, faut aller à Buenos Aires. Si tu vas, j'ai eu la chance de faire beaucoup de derbies dans le monde, des matchs quand j'étais recruteur, Belgrade, Attention, Athènes. Non mais ok, mais c'est encore au-dessus. Moi, j'avoue que c'est ma meilleure expérience de foot. Et j'ai été abonné à une époque au Paris Saint-Germain où il y avait une grosse ambiance, donc il y a une vingtaine d'années. C'est ma meilleure expérience de foot et c'était en Libertadores, donc pourtant c'était peut-être même en match de poule, tu vois, et c'est ma meilleure ambiance. Alors il y avait sûrement peut-être 10 000 personnes de trop dans le stade. Où on se mettait sur le côté, tu vois, pour faire comme ça, parce que tu n'avais pas la place de te tenir droit. Et moi, le stade qui vibrait, les fissures et tout, je me dis, oui, il va s'écrouler. Et ça, c'est un truc... Et puis, j'ai vécu un truc en Argentine que j'avais jamais vécu ailleurs dans aucun stade en Europe. Tiens, on parle de passion. Ça existe un Argentin qui n'aime pas le foot? Peu, mais il faut l'amener dans un... Tout à l'heure, on parlait des psychologies, etc. Et la manière que le football il se vit en Argentine, c'est irrationnel. On ne peut à aucun moment pouvoir trouver des vraies analyses et des pourquoi il y a ce... Parce que c'est un fanatisme extrême. Ah bah. Et dans des domaines où il y a l'excès qui déborde, toi, il y a des insultes, il y a une agressivité, tu peux pas aller, on est en Boca River, etc., tu pourras jamais aller dans ça, avec le maillot. Mais là, j'ai vu des grands-mères, ils vont, toi, attendre les sorties de l'hôtel, des dames assez âgées, toi, ils s'embrassent avec le, Ça, on le voit qu'en gardien. Argentine, c'est un peu... Voilà, il y a une oui, parce que justement, il y a une espèce de folie, certes alimentée par des moyens de communication. Là-bas, les télévisions, je le dis tout le temps, depuis 10 heures du matin, encore une fois, je regarde un peu parce que des fois c'est rigolo, toi, le mec, il est à 10 heures du matin dans le stade des River, les 5, San Lorenzo, Boca, River, Racine. Le mec, toi, t'as 5 correspondants et le mec, il arrive, aujourd'hui, il sait quoi faire, attention, l'entraînement. Il te raconte, toi, il y a une espèce de. Ils alimentent, ils créent tout le temps d'une expectative. Et puis, après, il y a le côté un peu... Il n'y a pas que l'adversaire. Toi, on essaye c'est un ennemi.
toi. Il y a une espèce de niaque, il y a une manière de vouloir montrer la supériorité par rapport à l'autre. Et qu'importe la division. Moi, j'ai un souvenir Oui, de discuter avec un chauffeur de taxi quand j'étais là-bas, il avait 72 ans, je crois, ou 73 ans. Et il m'a dit, mon club, ils sont en D4 ou D5, je sais plus, vraiment. Et je dis, mais c'est pas trop dur de supporter. Il dit, mais j'ai pas eu le choix, en fait. Ça fait 70 ans que je supporte, ou 60 ans que je supporte mon club, en fait. Et j'ai pas le choix. Et lui, il va rester en D4. Il s'en fout de ce qui se passe dans les clubs de première division. C'est pas sa vie. Non, Quand tu nais dans un quartier là-bas, tu appartiens à un club. Bien sûr. Il n'y a pas de choix de... Oui, pas quand on dit en Argentine que quand tu es né, forcément, on te dit de quelle équipe tu seras, soit par ton grand-père, ton oncle, ton quartier, etc. Et ensuite, dans ta vie, tu peux changer des femmes, des maisons, d'appartements, des chevals, mais jamais des clubs. Mais imagine un joueur, voilà, toi tu es vachement dans l'émotion, dans la sensibilité, imagine, tu regardes, voilà, on te dit, ton père ou ton grand-père, il dit tu vas supporter River Plate, et là tu vois un match, tu vois Riquelme, tu dis mais ce joueur je l'aime énormément et tout, non, c'est pas possible. Tu vas mal vivre. Ça arrive. Si, ça arrive, bien sûr. Les enfants qui sont oui. des trucs inversement. Ouais. Non, mais à une époque, j'amenais des groupes français, pendant 2 ans et demi, à voir des classiques au River Boca, etc. J'amenais une vingtaine, une trentaine de joueurs. Et leur retour, avec des Français, même des Suisses, leur retour, tout le monde était dans l'étonnement parce que dans la tribune, tu vois des choses, toi, le petit avec le bébé, machin, il les insulte, tu peux pas reproduire, toi, il le petit, il le montre comme ça, comme Koh-Lanta, j'en sais rien, c'est des trucs que tu te dis, mais où il est, il y a une espèce de folie, oui, de fanatisme, presque de religion, et c'est vrai. Et la preuve, Coupe du Monde, il y a eu 8 millions de personnes dans la rue. Aucun parti politique, aucune cause autre. Et il y en a eu. Nous, on a un pays où on a beaucoup de difficultés, presque dans tous les domaines. Jamais tu vas voir une manifestation à ce point-là. Les gens dans les ponts pour les voir passer par le passé. Donc les gens n'ont pas d'argent. Donc en fait, ils économisent pendant 4 ans. Ils vont au Qatar. À chaque fois que je vais à la Coupe du Monde, je vis parce qu'en plus ils viennent dans les hôtels. Bon, j'aime bien aller. Je l'ai déjà fait au Brésil, en Russie, et ils te racontent des histoires, toi. Il y en avait l'autre, il n'y avait pas des dents, toi. Je dis, comment t'as fait pour venir? Et j'ai vendu la voiture de ma grand-mère. Le mec, il y en a qui venait du sud, presque de Rio Gallego, en bas. Il avait mis, je sais pas, 47 heures. Il avait été à Buenos Aires, il était en Afrique. Il y a des histoires. C'est imbattable. Il te dit, le mec, il te dit, mais quoi? Tu te racontes, je suis ici, jamais. Mais moi, je m'en fous d'avoir un appart, d'avoir la voiture, mais je suis là. Oui. Donc après, nous, on peut pas. Mais il n'y a pas que ce côté agressif, tu vois. Il y a un côté... Non, mais c'est vrai que dans le côté passion, il y a... qui est très important aussi, tu vois. Genre, pour moi, l'une des plus belles histoires du football argentin, c'est le Racing et Independiente. Il y a combien de mètres entre les deux stades? 50 Un peu plus peut-être. Oui, 100 mètres. Oui, et 2 stades de 60 ou 70 000 spectateurs. Voilà. C'est pas des petits stades. 2 énormes clubs. Ah, oui. Et mon stade préféré, c'est celui du Racing, parce que t'as le stade, t'as une petite piste autour, et t'as les enfants qui jouent au foot. Petit Maracana, le petit cylindre. Et t'as les enfants qui jouent au foot pendant le match autour du terrain. Enfin, c'est hors du temps, tu vois. Il y a des choses comme ça en Argentine qui sont encore hors du temps, que tu trouveras jamais en Europe. Jamais. En fait, ce qu'il disait, toi, quand j'amenais ces gens-là, un jour j'avais mené Olivier Dacour et d'autres directeurs voilà, et on était beaucoup arrivés, et on est arrivé un peu en retard. Et quand on est arrivé, dans la place, on avait des places, il y avait 5 mecs. Et donc je lui ai dit, vas-y, Olivier, va lui dire au mec, va lui dire qu'il s'est avec ton petit papier. Tu vois, les mecs, t'as peur même en plein Champs-Élysées. Et au bout de minutes, je l'ai perdu, je l'ai vu après sauter entre les mecs qui sautaient. Là-bas, il y a le côté sécurité. Tu commences le match à un rang là, et puis 20 minutes après, t'es 5 rangs en bas, il y a un but, t'es complètement à gauche, t'as perdu tes potes, et en fait, les gens, ils t'attrapent. C'est vrai qu'il y a un petit côté... en fait, l'Argentine, c'est un peu la Mecque du foot. Pour moi, oui. Moi, je te dis, j'ai vécu un truc que j'ai... Et pourtant, j'ai fait beaucoup de déplacements en Europe. T'as fait le Brésil? J'ai pas fait le Brésil. Ok, alors, juste parce que tout le monde pense que le Brésil, c'est... Le Brésil, les gens vont au stade pour faire la fête. C'est totalement différent. Tu n'as pas cette passion à 3-0. En fait, si tu compares, ton équipe à domicile perd 3-0 à la mi-temps. Au Brésil, ils vont faire la fête. Limite, ils ne regardent même pas le match. Tu vois. En Argentine, ils vont chanter 3 fois plus fort pour soutenir leur équipe.
Ça, c'est un truc qui m'a impressionné. Pour le coup, C'est tu vois, le extraordinaire. mouvement ultra que je connais bien en Europe, eh ben, j'ai découvert quelque chose, tu vois, sur les chants. Je dis souvent, en les fait, chants. C'est souvent, je dis en France, on chante beaucoup. Quand je vais en Angleterre, je suis souvent déçu. Quand je vais en Allemagne, ça chante un peu, mais c'est pas comme en France. En Italie, ça chante un peu plus. En Espagne, ça chante pas. Je suis arrivé en Argentine, je savais pas finalement. J'avais un peu des préjugés Oui, en disant, ouais. c'est la ferveur, mais tu sais, tant que t'as pas l'expérience, tant que t'as pas, tu l'as pas vécu, ouais. expérimenté, tu vois, cette sensation de te retrouver dans le stade où il y a trop de gens, t'es serré. Dehors, il faisait 15 degrés. Dans le stade, il faisait 30 degrés parce que t'es serré. Et que les gens, ils chantent du début à la fin. Et Tu que connais pas tous les. Tu comprends pas tout ce que. je comprenais pas, mais je te jure qu'à la fin, je chantais. Oui, Et à la fin, et à la fin, je chantais aussi parce Oui, que t'as envie, t'as un truc, t'as ça appris à t'emmène. faire ça. Mais bien sûr, j'étais comme ça pendant tout le match. Exactement. Je suis revenu avec 4 maillots de Boca, j'ai acheté 4 maillots. T'as le poignet. La première fois, C'est, t'as le poignet. en fait, j'ai été piqué. Et après, il est fluide. Et il est... Je suis arrivé avec un vaccin, tu vois, de Boca, alors que moi, juste, j'aimais Eric Welme, Aïe. tu vois, c'est mon seul truc. J'ai pas d'autre lien avec ce club. Mais d'avoir été au stade, j'ai acheté 4 maillots. Je suis reparti avec 4 maillots de. Alors, c'était pas prévu, mais j'ai amené un maillot. Allez, fais-nous rêver, mon Des joueur. River Plate. Donc, non, mais regarde ce qu'il y a marqué au milieu. Je pense que. Alors, je vais le montrer un petit peu d'abord comme ça. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est marqué au milieu? J'ai pas mis. Oui, il a pas si bien. Est-ce que tu arrives à lire ou est-ce qu'il faut que je le Il lise? faut que tu le lises. Alors, il y a marqué Libertadores, River Plate contre Boca, finale Vuelta, Ah, 9 oui. décembre 2018. À Madrid. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que tu y étais, j'imagine. Oui. Avec les copains. Avec, Mais déjà. Et... Tout est dingue dans cette histoire. Non, mais déjà, il y a une. Quand on dit tout le temps, comment peut s'arriver, tu veux dire, parce qu'en Espagne, ils ont accepté faire ça, parce que c'était justement River Boca, et parce qu'ils savent que c'est un match où ça dépasse les 90 minutes, tu vois, il y a une espèce de folie. Et les gens, ils arrivent Bah, à c'est le Super débattre. Classico, quoi, Si. donc, Oui, voilà, ils arrivent à débattre, c'est ça qui est incroyable, ils arrivent à débattre avant, beaucoup, pendant et après, tu vois, il y a une euphorie. C'est la finale de Ligue des Champions sud-américaine, donc la Copa Libertadores. Boca contre River, River contre Boca. Le match est arrêté en Argentine. Où est-ce que ça s'est joué d'ailleurs le match en Argentine? Non, Et à c'était- Boca, si, le match au retour, ils avaient Voilà. cagnassé. Oui, c'est quand ils ont caillassé le bus, il y a eu des blessés. Ils tout, ont fait ouais. le match retour là-bas et Ils l'ont délocalisé. L'Argentine qui a pris l'avion Bien sûr. Et qui allait à Madrid pour regarder le match. Ah, et non, franchement, non. c'était un moment de football. Tu sais, ici on parle de football, on parle de ce qui est à côté, autour du football. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire, c'est magique, magique. C'est pas comme un PSG Marseille. Non, mais, C'est pas comme un mais PSG quand on Marseille. était au Brésil, et on est arrivé à la finale, un truc incroyable. La quantité d'Argentins qui dormaient à Copacabana, toi, mais qui dormaient, ils mangeaient, ils faisaient leurs besoins. Toi, les gens, ils vivent. Toi, ils sont dans une espèce de C'est de métavers. dur à Si, comprendre. Ouais, imaginez, c'est hallucinant. les hein. mecs, On n'a pendant pas 3 cette jours, ils culture. mangent pas, ou ils mangent n'importe quoi. Toi, et ben, ils vivent dans des conditions, ils viennent de, je sais pas, le nord de l'Argentine, je sais plus, ils achetaient des bagnoles rien que pour venir. Toi, le retour, ils savaient même pas comment ils rentraient, parce qu'ils dormaient là-dedans. Hein. Ils avaient des trucs, toi, ils dormaient à 8, à 12. C'est imbattable. En Russie, je suis allé dans 2 appartements, ils étaient 30 mecs dans 2 appartements, ils mettaient les enceintes, ils sortaient les enceintes aussi. En Il devait y avoir une sacrée odeur dedans. je suis allé un jour dans une place, ils sortaient ils chantaient la chanson et je suis devenu, parce que ça aussi, toi, à Saint-Pétersbourg, on avait battu le Nigeria, je crois, à la fin, c'était le jour le plus long. C'était la journée, il avait fait nuit, je sais pas, une demi-heure, je sais pas. Et le soir, on a été dans une place. Et les Argentins, et toi, tous les Argentins, toi, on est tout de suite, et les gens se côtoient. Il y a une espèce de fusion qui existe. Tu peux dire, oui, c'est un peu de la fantaisie, parce qu'on n'a pas un rapport profond. Néanmoins, Ils vivent à travers le foot, quoi. C'est. Ouais, puis il y a un Oui, partage. oui, Il y a oui. il y a aussi un partage. C'est pas que entre eux, tu vois. C'est qu'ils t'accueillent des bras si, ouverts. si, voilà, oui, oui. Tu t'atterris à Buenos Aires, tu vas dans un restaurant, tu finis avec tous les mecs au bar. Mais tous les soirs. Ça, moi, je- Tous les homards, ils sont tous comme homards. Oui, c'est vrai que nous, ici, Mais c'est vrai, parce qu'Omar, c'est un peu figure de. c'est- Et en fait, ils sont c'est tous vrai. comme toi, là. Mais c'est vrai. C'est vrai. Quand des fois je dis, monsieur, des fois je la raconte. Quand il y a Roland Garros, etc., il y a des endroits où tu vois quelques Argentins. Mettons là, il y a le professeur de tennis, etc. Et je leur dis au patron, je dis, mets la chanson de Maradona. Maradona, la mano de Dios.
Et dès que tu mets dans n'importe quel que tu aimes pas des Argentins, ils écoutent ça, on se met sur la table et on commence avec la serviette, la blanche, etc. C'est déjà un automatisme, tu connais. Il y a une personne va dire attends, où on est, j'ai pas. Non. Nous, c'est un interrupteur. On n'économise jamais nos sentiments. Et on est tout le temps et trop. Et moi, je suis le premier à le dire et mes petits enfants, ils me le répètent tout le temps. Et dans cette exubérance, dans le débordement, on a très peu de maîtrise et de recul. Et le foot, justement, c'est un inspirateur de cette adrénaline que je ne sais pas pour où ils viennent, hein, parce que moi, je l'ai vécu tout le temps. Hein, moi, je me souviens, mon grand-père, nous, on mangeait les raviolis tout le temps, on allait dans la même place pendant tout le temps, à la même heure, on regardait les 45 minutes avec le rideau. Toi, il y a toujours une méthodologie, une espèce de culture, des rituels, exact, qui t'imprègnent et que ça suit avec les générations. On va parler de l'équipe de foot d'Argentine. On a beaucoup parlé du pays et des supporters. On va évoquer et revenir un peu sur cette dernière Coupe du Monde. Tu disais, j'ai pas envie de dire que c'est un titre pas forcément mérité, mais c'était sur le papier, pour toi, l'équipe la plus faible depuis de nombreuses années. Et étonnamment, c'est eux qui remportent cette Coupe du Monde. La moins bonne. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il y avait de mauvais joueurs hors de là. Non, mais avec moins d'expérience. Mais absolument, beaucoup moins de... On dit tout le temps, quand on appelle toujours les critères, on parle de l'expérience, de la connaissance de l'événement, de la faculté à pouvoir assimiler. 80 et quelques Guido Rodrigue à Betis, il n'a jamais joué un match de Champions League. Montiel, il a fait 2 matchs et demi. Moline, il avait été blessé. Le gardien de but, il jouait nulle part en Argentine. Alvarez, il venait d'être vendu. Il a 19 ans. Il a fini la compétition en tant que titulaire devant Lautaro Martinez. Tu avais 2 joueurs extraordinaires et disons, Messi et Di Maria. Les 2 mecs... Et Lautaro. Oui, mais Lautaro... il a commencé titulaire et il s'est fait bouffer par Lautaro, c'est le joueur que quelque part, tu t'es dit, au bout du premier match, il ne joue plus. Et après, il ne joue plus. Donc, oui, on peut le considérer aussi. Moi, je vais te dire un truc unpopular opinion, tu vois, mais je trouve que Rodrigo De Paul a été exceptionnel. Parce qu'il a fait le tampon qu'il devait faire. Et maintenant, il est rincé. Non, mais là, maintenant, j'ai vu le match je regarde tous les matchs des éliminatoires, c'est le leader. Bien sûr. Il continue à être un mec, il est beaucoup plus fort et participatif et tout. Il piquait ce qu'il fait à l'Atlético. Là, c'est un mec de... Non, c'est vrai que des fois, on dit pourquoi il y a des circonstances, pourquoi il y a des choses qui subliment les autres. Ouais. C'est ce que Maradona avait fait en 86. Il faut savoir que quand Maradona on gagne la Coupe du Monde, pareil, on a 2 joueurs et demi. Hein. On a Maradona, Burruchaga et Valdano. Le reste, Brown, Batista, Cociuffo, Simone, L'Articoechea, des joueurs. Donc, mais ça veut dire que... Maradona était plus fort dans sa carrière que Messi, tu vas se dire au moment de la Coupe du Monde. De carrière. Oui, bon, mais pour te dire que... Oui, mais quelque part, il y a une espèce de mission, des défis complètement acceptés pour tous, le reste, de dire l'icône, l'élu, la légende, je ne sais pas comment tu veux le dire, Maradona et Messi. Nous, boum, on va tout faire et on fera que... Se sacrifier pour lui. Ouais. Oui, se sacrifier. Non, mais moi, j'aimerais bien me sacrifier pour Messi et pour Maradona, je te le dis de suite. Hein, mais en même temps, fais des câlins tout le temps. Avec tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, je trouve que ça fait sens aussi de se dire que tu as une équipe qui est capable de se dire on est en mission. Peut-être qu'on ne sera pas les héros, on ne sera pas au devant de la scène, mais c'est pas grave en fait. On est là pour autre chose. On est là pour... Absolument. Si, ça crée. Moi, j'y crois à cet aspect-là d'une espèce d'union. On appelle tout le temps une aventure humaine, qui est souvent dans les équipes, c'est la difficulté la plus importante, hein, parce qu'il y a la jalousie, il y a les égos qui des fois ils dépassent le côté justement performance. Or là, il continue à le dire. Moi, quand tu es là, je regarde tout le temps, je te dis, et la plupart des joueurs, ils te disent, mais si, il faut pas qu'il arrête, mais si. Bon, ils vont, je pense, essayer de le perdurer. Ils vont faire comme El Cid Campiador, ils vont le mettre mais une momie, mais il va à la Copa América, il va y aller, et je crois que pour la Coupe du Monde, ils vont tout faire parce qu'il y a les marques aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que tous les joueurs, et le staff, tout le monde, il dit Messi, il faut qu'il soit avec Messi. Donc, quelque part, oui, c'est ce qu'on dit. C'est un élu, et celui-là, il transmet une espèce
de paix, de bien-être, d'un état de vie, ce qu'on appelle l'état de vie. Et puis après, quand il faut faire la différence, il le fait, parce qu'il a toujours... Et heureusement qu'il a gagné. Heureusement qu'il est champion du monde. Ah oui, non, ça c'est sûr. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui l'a... Pendant des années, des années, le poids là qu'il avait. Mais comme la Copa, comme le fait de gagner la Copa. La charcuterie. Mais je pense que le fait de courir après un titre, même en équipe nationale, ça lui fait ça enlève un peu de pression, parce qu'il a gagné. Mais non, mais parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'on fait ton taf là, t'as vu non, mais au contraire, c'est une vraie discussion. Non, mais parce qu'en plus, ça te rassure un peu, tu vois, ça te donne des garanties de dire ok, on est capable d'aller chercher un titre en faisant un peu la même chose. C'est la répétition, peut-être. Non, mais en plus, tout à l'heure on disait défi, et la contradiction, c'est qu'en Argentine, Messi, avant de gagner la Copa América, il était beaucoup critiqué, mais méchamment. Il y a maintenant, il se moque. Il y a 2-3 journalistes très connus à niveau sportif, mais il le mettait minable, il le détestait. Il disait pecho frío. Chez nous, pecho frío, c'est poitrine froide. Ça veut dire. Parce qu'il n'a jamais joué là-bas aussi. Absolument, absolument. Il incarne, bien sûr. Non, et en plus, il n'incarnait pas. Parce que d'abord, la comparaison avec Maradona, malheureusement, pour les époques, etc., on est obligé de le faire. Et des points de vue caractère, des points de vue comportement, c'est le feu et la glace. Absolument. L'autre, alors que lui, Messi, au contraire, c'est ce que les Argentins, ils comprennent pas qu'il peut être comme ça. Toi, des fois, on se pose la question comment le mec il est comme ça. Voilà. Il dit il a quel passeport. Mais à un moment donné, on disait, il y a 2-3 gens, il a quel passeport argentin, mais il a rien. Toi, il se faisait mettre minable. Donc pour lui, quelque part, en dehors de l'histoire du poids, et il a marqué des petits. Quand il a refallu. Qui est plus fort entre les deux pour toi? Qui est plus fort entre Maradona et Messi pour toi? Et moi, je suis mal placé, Maradona. Non, mais vraiment, c'est... Maradona, parce que Maradona a joué dans une époque... Absolument. Non, c'est lui qui a joué avec moi. Non, mais il faut c'est vrai que c'est assez. Je trouve qu'il faut jamais comparer quoi que ce soit. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'à l'époque de Maradona, le football, il était intimidant, agressif, méchant. Il tape sur les genoux. Quand on jouait en Europe, on ne jouait pas contre l'équipe d'Argentine, on jouait contre Maradona, un Copa éliminateur, mais il se faisait Et ensuite, les conditions, le ballon, vous n'avez pas vu, tu regardes le ballon. Ça roulait pas. Il roulait des pas. matchs dans la boue en Italie. Bien sûr. Contrôler, dribbler, faire ce qu'il faisait Maradona contre l'agressivité, la violence et la manière que ça jouait. Les conditions, le maillot, même c'est notre époque. Tu mettais le maillot quand il pleuvait, il pesait 3,5 kg. Les chaussures, il y avait même les ballons avec le cuir, avec les coutures, quoi, etc. Donc tout ça fait qu'on ne peut pas nier, moi je l'ai vu jouer, je le côtoyais, ça mais dans la régularité, dans ce qu'il a marqué, et maintenant avec les réseaux, et le fait que le football est devenu universel et planétaire, évidemment, Messi a marqué une époque, et pour moi, Messi restera dans une histoire très sélecte, et dans un cercle très fermé, parce qu'il est dans cette époque où on voit tout, il en a tout vu, et pendant 15 ans, il a été le number one. Hein. Comment tu juges un petit peu sa fin de carrière? On peut le dire, il est en fin de carrière quand même, Lionel Messi. Comment tu juges un petit peu depuis qu'il a quitté le FC Barcelone? Voilà, on l'a un petit peu sorti de sa zone de confort, j'ai employé des mots forts. Est-ce qu'au final, une fois parti du FC Barcelone, c'est pas devenu un joueur plus lambda qu'exceptionnel? Oula. Non, pas Landa. Non, Landa, non. Quand on parle, tout à l'heure, j'ai employé plutôt le mot des génies, des élus, d'icônes, quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, tout le monde veut jouer comme Messi. Sauf que lui, il joue comme personne. Ouais. Tout le monde veut encore avoir des posters de Messi. On ne peut pas. Sauf que, ce qu'il y a, c'est que nous, les êtres humains, on observe, disons, dans la possibilité des mesures dans les défauts. Aujourd'hui, lui, il a toujours marché. Parce que lui, il ne marche pas. Donc, il réfléchit, il anticipe. Il n'a pas besoin d'arriver ni trop tôt, ni trop tard. Il arrive toujours avec le moment juste, avec le geste précis. Il n'y a pas d'histoire. Sauf qu'évidemment, maintenant, avant, il faisait une quinzaine d'accélérations. Quand il a quitté ici à Paris, il faisait une 8. Bon, maintenant, il fait 4-5. Mais la qualité intrinsèque de footballeur, personne ne peut nier que Messi, c'est un joueur que le contact au ballon, la manière qui dans son toucher, dans son dribble, dans sa manière, il ne pourra... C'est un des seuls joueurs dans cette classe-là qui sait tout faire. Genre, offensivement... Tout faire. Comment, là-dessus on est tous d'accord, je pense, sur les qualités intrinsèques de ce qu'il a fait, tout, mais comment expliquer qu'il est
moins réussi du côté du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est le poids de l'âge, le poids de la pression? C'est des équipes qui ne sont pas aussi formatées comme lui a eu besoin qu'elles soient formatées autour de lui pendant très longtemps. Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il était au FC Barcelone, il y avait une équipe, il y avait 10 joueurs qui jouaient que pour lui. En Argentine, un petit peu ce qui s'est passé. C'est pas le même Messi. Après, tu vois, si on fait le parallèle avec l'Argentine de 2022, on disait tout à l'heure, les autres se sont sacrifiés pour lui et étaient OK pour aller partir en mission. Je pense qu'au PSG, il arrive dans un PSG où ça part un peu dans tous les sens et personne n'est OK pour jouer pour Messi. Du coup, il n'est pas lambda, mais il devient lambda parce qu'en fait, personne ne joue pour lui. Et au final, si tu attends qu'il joue comme il jouait en 2012 ou 2013, en fait, il ne le fait plus. Et si l'équipe n'est pas organisée autour de lui aujourd'hui, enfin, c'était le cas au PSG, ça ne pouvait pas marcher. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'aujourd'hui, dans le football moderne, c'est l'équipe qui gagne. Et le Real a gagné pendant les dernières années parce qu'ils avaient une équipe exceptionnelle et que le Barça, les deux versions du Barça, je crois que c'est 2009 et 2012 ou 2013, qui étaient pour moi peut-être une des meilleures équipes de tous les temps. Ces deux versions-là étaient des équipes exceptionnelles, en tout point de vue quasiment. Mais vraiment, il n'y avait pas de... La défense, l'animation défensive était orchestrée à 3 avec Daniel Alves qui montait d'un cran. Le milieu de terrain, les 3, c'était extraordinaire. Et dans les deux périodes, et devant, les 3 étaient extraordinaires aussi. Donc il a été... C'est Guardiola qui disait, moi j'ai eu la chance d'entraîner Messi. Et c'est ça aussi que ça veut dire. Et c'est ça le football aujourd'hui. Ancelotti, il va te dire, j'ai eu la chance d'entraîner ce milieu à 3, Casemiro, Modric, Toni Kroos. Tu vois ? Et toute cette base-là du milieu de terrain, du football moderne, ça a changé le foot. C'est Cruyff qui a développé ça dans tes années, voilà, qui a changé le football, qui fait que maintenant, toute équipe qui gagne passe par le milieu de terrain. Guardiola, City, c'est le milieu de terrain, ça fait 4 ans qu'ils doivent gagner. Ça fait 4 ans que c'est la meilleure équipe du monde. Avant, tu avais le Bayern, le milieu de terrain du Bayern, le milieu de terrain du Real, le milieu de terrain du Barça. C'est ça aujourd'hui le football. Toi, Omar, avec le recul, comment tu juges un petit peu les années Messi au Paris Saint-Germain? Est-ce que tu as été un petit peu déçu? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que, non, je ne m'attendais pas. Il a fait 2 bonnes saisons. Déçu, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. Il nous a tellement habitués en fait à l'exceptionnel. Ouais, voilà. Non, mais surtout le fait que la gagne. C'est en fait après on devient pragmatique. Il n'a pas gagné la Champions, etc. Bon, on considère que parce que lui il est venu pour la gagner avec Neymar. Et quand on parlait qu'une équipe puisse avoir Mbappé, Neymar et Messi. Tu mettais le pyjama, tu disais, écoute, c'est pas la peine, on sortait parce que c'est... Sauf que, voilà, aussi, des critères ou des causes, on va en trouver, on pourra additionner 1000, parce que tout à l'heure, on parlait de la qualité des joueurs. Moi, je me souviens, quand Messi avec Daniel Alves, mais il y avait des matchs où il faisait, je sais pas, 55-1. Ouais, c'était un truc des malades. Le mec, il s'est la remettait. Au sol, en l'air. Des fois, il même avec Jordi Alba, etc. Bon, Hakimi, il a une autre caractéristique, il y a des joueurs, c'est un joueur qui a beaucoup plus de volume, etc. Mais il n'a pas la sensibilité, la délicatesse. Il est arrivé sous Pochettino qui jouait très bas, et après il a eu Galtier qui jouait très bas aussi. C'est pas possible. Oui, ben voilà, ça aussi. Les milieux, des fois il prenait la balle, il avait la moitié, il avait 7-8 équipes de joueurs derrière lui, alors que lui, il faut que pour pouvoir trouver la divergence, etc. Bon, des excuses, des arguments. C'est pas football. Ce n'est pas des excuses. Bon, disons des arguments qui peuvent, qu'on ne saura jamais s'ils sont vrais ou faux. Néanmoins, et aussi dans un football, le football français, on peut se le dire que par rapport au football espagnol, au football allemand, c'est un football, oui, où l'aspect athlétique est prépondérant. Les bons, ils y vont. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup plus qu'en Espagne, qui ils jouent à travers pour neutraliser l'adversaire, pour mettre dans beaucoup d'équipes. Il y a un peu ce côté, ce que tu disais, c'était pas, je sais pas, la Colombie contre l'Argentine, c'était la Colombie contre Maradona. Peut-être qu'en Ligue 1, il y avait aussi ce côté-là, c'était Saint-Etienne contre Lionel Messi. Quoi. Okay, ouais, ça peut se retrouver. Bon, vous l'avez compris, quand on parle de Messi, on pourrait parler des heures, mais c'est déjà la fin de cette première partie dans la zone. Vous restez là, messieurs? Oui. Oui, sûr. On va Absolument. faire un petit café, Omar. Non, merci. Est-ce qu'on peut faire un petit café, Omar? Ce serait sympa. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie de la zone. Merci à tous. Ciao. Oh là 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 là. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Benjamins, baby.